Donc, je vais rentrer dans la thématique euh, par le concept de résilience, c'est-à-dire ce qui permet de revivre après un traumatisme grave. Et cette présentation aura une optique compréhensive et peut-être que ça se situe en amont de tout programme, de tout ce qui peut être proposé à cette population. Donc, pour situer un petit peu cette discussion par rapport, vous, aux actions que vous cherchez à mener avec cette population. Euh, Ce que je voulais souligner d'emblée aussi, avant de poursuivre, c'est que dans le titre que j'ai retenu, Migration, refuge et résilience, quel lien, il y a des S du pluriel partout. Et on va voir pourquoi. Notamment autour du terme de résilience, que l'on emploie habituellement. La plupart du temps, on va le voir mal à propos, mais en plus au singulier. Or, il s'agit d'un processus éminemment pluriel qui pourra revêtir, selon les personnes et les situations, des formes bien différentes. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Donc, pour croiser un peu cette thématique, puisque je parle des liens entre migration et résilience, donc les migrations obligées, contrairement à celles qui sont choisies, qui sont bien différentes, font suite à des situations extrêmes qui laissent les personnes, même se trouvant dans des situations moins défavorables dans les pays d'accueil, en grande difficulté pour se reconstruire. Et on va voir que leur approche d'un environnement non connu pourra être extrêmement déterminante par rapport à la façon dont elles pourront ou non se reconstruire plus ou moins facilement là où elles sont accueillies. En tout cas, il y a une sorte d'étape peut-être introductive à cette adaptation qui, qui sera en lien avec ce processus de résilience. Et certains, prenant conscience un petit peu de cela, cherchent à pouvoir aider ces personnes à activer le processus de résilience qui leur permettra de revivre un petit peu autrement dans le pays d'accueil. On va voir que ce n'est pas si simple, parce que ce processus ne surgit pas sur commande, que ce soit à partir d'aide de l'extérieur, mais que ce soit la personne elle-même qui ne peut pas se dire ah bah tiens, je vais essayer de résilier pour que ça aille mieux. Les modalités de la résilience donc, vont être extrêmement variables en fonction de facteurs qui vont être en lien avec la vulnérabilité de chacun. Donc, je vais présenter ces diversités et montrer peut-être qu'il est important, voire indispensable, d'en tenir compte dans le contexte d'accueil pour proposer à ces personnes-là des accompagnements optimaux et pour que les programmes éventuellement qui viennent d'être abordés, qu'on peut leur proposer, puissent être actifs auprès de ces personnes. Donc, l'objectif général, ça va être de présenter ce terme de résilience qui maintenant est rentré dans le langage courant après une médiatisation qui a été un petit peu florissante et qui du coup est totalement affaibli dans le sens qui lui est attribué maintenant. On voit ce mot partout dans des situations qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces situations extrêmes, ces situations vitales extrêmes qui sont les seules aptes à donner lieu ou pas à un processus de résilience. Et donc là, quand on pense au monde des immigrés et des réfugiés, les millions d'immigrés et réfugiés dans le monde, eh bien, évidemment, pour tous, il y a en amont des vécus de situations extrêmes vitales. Et donc, on voit bien comment le processus de résilience est convoqué quand on essaye de comprendre comment ces personnes arrivent ensuite à survivre plus ou moins dans leur milieu second de vie. Donc d'abord, je vais évoquer justement ce processus de résilience pour revenir aux sources un petit peu de ce terme. Je viens de dire qu'il est complètement affaibli, il a perdu de son sens dans le langage courant.
mais certains scientifiques aussi ont dérapé un petit peu et rejoignent cet affaiblissement du sens. Par exemple, cette constatation que font Jean-Pierre Courtois et Huguette Desmet sur la résilience, et qui disent que les travaux américains qu'ils ont cités avant, que je n'ai pas détaillé ici, ont étendu l'usage du mot résilience à la capacité de trouver des réponses adaptées à toutes les sources de stress, même mineures. La conception de la résilience rejoint celle du coping, c'est-à-dire cette capacité à faire face sur le moment aux situations difficiles. Et ce choix correspond aux attentes des personnes soumises à des situations stressantes. Or, la résilience n'est ni coping, c'est-à-dire avant une résilience, on ne fait pas face à ce qui se passe, c'est pas non plus une adaptation à ce qui se passe, on va y revenir. En tout cas, effectivement, cet affaiblissement du sens correspond aux attentes des personnes, c'est-à-dire on a tellement envie, comme s'il y avait une sorte d'effet magique, oh ben, on a subi un traumatisme, oh, la personne va résilier, c'est pas grave, ça existe, elle va résilier, et ça a contribué à cet affaiblissement du sens. Donc on va essayer de revenir aux définitions de base de ce terme pour lui redonner un peu toute à la fois sa saveur et sa puissance. Donc au départ, c'est un mot qui vient du latin resalire, qui veut dire ressauter, résilier, comme on résilie un contrat, c'est-à-dire on l'efface. Employé par exemple dans les sciences physiques, alors c'est dans les sciences physiques que ce terme a été repris par les psychologues qui ont commencé à nommer ainsi des réactions étonnantes de survie inattendue dans des situations extrêmes. Et donc, dans ce domaine-là, il désigne l'aptitude d'un matériau à réagir au choc, puis à reprendre une forme convenable, mais tout en gardant la trace et la mémoire de ce choc. C'est-à-dire, quand on tire sur un élastique, il peut reprendre sa forme initiale, quand la tension se relâche, mais à force de tirer, il y a un moment où il va se distendre et il y a un moment où il pourra casser. Donc, il y a quand même une mémoire des chocs qui s'inscrit dans l'histoire de la personne, dans l'histoire du matériau, pour revenir à cette métaphore avec les sciences physiques. Métaphore qui a évidemment des limites, hein, mais qui est intéressante avec ce fondement, en tout cas, de la définition. Mais au-delà de ce rapport aux sciences physiques, quand ça a été repris dans le champ de la psychologie notamment, ils ont décrit un processus qui est complexe, c'est-à-dire à la fois biologique, il y a des substrats biologiques à la résilience, psycho-affectif, ce qui est fondamental, social également, socio-résilience, l'environnement est important, et culturel, et notamment par le biais des arts qui interviennent aussi pour contribuer aux résiliences possibles. Donc c'est un processus qui peut permettre, c'est-à-dire il peut permettre, et c'est peut-être rare, un nouveau développement, donc cette idée de quelque chose qui recommence après un grave traumatisme, c'est-à-dire que quand vous avez dans les extensions du terme, par exemple, un enfant qui est en difficulté scolaire et puis dont les difficultés s'estompent, on dit qu'il est résilient. Non, ce n'est pas forcément des graves traumatismes qui ont entraîné les difficultés scolaires, même si ça peut y contribuer, mais pas toujours. Donc là, on est vraiment, quand on parle de résilience, après des traumatismes graves et vitaux qui ont laissé la personne en apparence morte. En apparence, d'où la surprise quand la personne rejaillit de ses cendres en quelque sorte. Mais en amont, il y a toujours un grave traumatisme qui donc laisse la personne psychiquement et ou physiquement en état de mort apparente. Donc la résilience n'est pas en soi assimilable à une soumission à la situation, ni à son adaptation. La soumission étant une perte de capacité de la personne et l'adaptation pouvant intervenir après la résilience, mais n'étant pas en soi un facteur de résilience. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas assimilable au coping, c'est-à-dire que la personne, elle est en état de mort apparente
par rapport à ce qui lui arrive, donc elle ne fait pas face à la situation. D'abord, elle lâche prise. Alors à partir de là, on peut faire quelques constats ou hypothèses sur la résilience. C'est quelque chose qui se constate après coup, après le traumatisme, et le après coup peut être relativement long. C'est-à-dire que la personne qui remonte ne remonte pas tout de suite, et elle peut remonter après des périodes soit d'hibernation, soit de coma, qui ne laissent pas préjuger d'une éventuelle reprise ou pas. Quand une personne est en coma prolongé, certaines se réveillent, d'autres pas. Qu'est-ce qui fait que certaines se réveillent et d'autres pas? Donc on en est un petit peu à ce niveau-là qu'on en parle de résilience. Elle reste fluctuante, c'est-à-dire c'est un processus, ça n'est pas un état. Donc une personne, on ne peut pas dire d'une personne qu'elle a résilié, c'est-à-dire ça ne se résilie pas comme un contrat où on efface tout et on recommence. Donc il y a toujours une possibilité de désilience, c'est-à-dire que ça se détricote. Et donc il faut maintenir la pression pour conserver actif ce processus de résilience. Donc la résilience est en lien avec ce qui est impacté, la nature du traumatisme, mais ça n'est pas une causalité directe. C'est-à-dire face à des mêmes traumatismes, des personnes différentes auront des résiliences ou non et des résiliences différenciées ou non. En tout cas, ce n'est pas une relation directe de cause à effet, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on était face à un processus complexe qui mettait en jeu énormément de facteurs. Elle n'est pas non plus, comme on le croit souvent, une manifestation de force, puisqu'elle s'origine d'un lâcher-prise. Donc on lâche prise, on meurt. Donc on est en proie à une faiblesse qui nous met à terre. C'est l'image du roseau, le roseau qui plie sous le vent. Donc c'est une faiblesse qui l'amène à plier, alors que le chêne qui essaye de résister, à un moment donné, sa résistance ne sera plus suffisante, et s'il casse, il ne résiliera plus parce qu'il sera cassé. C'est-à-dire ça sera définitif. Donc la force n'est pas forcément un facteur propice à la résilience. Il y a un premier moment de faiblesse, une zone d'écrasement, comme dans les pays sismiques, on construit des bâtiments qui ont des zones d'écrasement pour que face au traumatisme, il n'y ait pas casse. Donc on fait des bâtiments qui ne sont pas forts, qui ne sont pas solides, qui ont une zone d'écrasement, une zone de faiblesse qui leur permet de supporter et de survivre au choc et au traumatisme. Dans les voitures, c'est pareil, on fait des zones d'écrasement en cas d'accident pour que ce soit le véhicule qui encaisse le choc et pas l'humain qui est dedans. Donc la résilience nécessite de la souplesse, un mouvement, un déplacement vers un re. Elle n'efface pas la blessure, mais elle fait par la suite avec la blessure et autrement, parce que la personne qui renaît n'est plus tout à fait la même. Et elle peut jouer, j'espère qu'il ne vous agace pas à force, de l'effet culbuto, ce petit culbuto, c'est-à-dire pour certaines personnes, il y a une sorte d'énergie, on a l'impression qu'elles sont, on les pousse, mais elles remontent tout le temps. Elles sont dans ces résiliences au pluriel, si vous voulez, pour certains, il y a quelque chose qui fait qu'on est un peu inoxydable. Certaines personnes paraissent être un petit peu en, en capacité de remonter spontanément de façon quasi naturelle. Mais enfin, on voit quand même le culbuto, il fait la gueule, hein, quand même. Là, sur l'image que j'ai prise, il n'est pas plein sourire. Alors, tout ça mène vers un avenir en re. Alors, ce petit préfixe re est important. Et là, je cite Louis Derunx, je ne sais pas comment ça se prononce, 15 000 volts. C'est quelqu'un qui a pris 15 000 volts, qui aurait dû mourir d'une décharge électrique extrême, et qui pourtant a remonté avec énormément, évidemment, de difficultés, à remonter et à retrouver une vie à peu près ordinaire, quoique différente, marquée par ce qui lui est arrivé, et avec des séquelles importantes. Et il dit, j'ai passé de nombreux mois, donc on voit bien le temps qu'il faut, à ne pouvoir faire qu'une chose, survivre. Survivre qui est un peu sous-vivre. Et réfléchir. Donc on voit bien le « re » qui apparaît d'emblée. Au fil des réflexions, j'ai vite compris que la personne que j'avais été
était morte en ce jour d'octobre 2013 et que la personne que j'ai commencé à côtoyer, on parle d'un nouveau développement, et à découvrir, serait le fruit d'une renaissance, un nouvel être qui allait devoir se reconstruire. Et derrière ça, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais on voit cette notion de reconstruction, ça nécessite énormément d'énergie. Et donc, il est important d'avoir un stock énergétique suffisant et de ne pas s'épuiser après le traumatisme à, à- à essayer justement de s'adapter, etc., et de perdre toute son énergie au lieu d'attendre, quasiment en se mettant en boule, mais en gardant son énergie, que la vie, petit à petit, puisse ressurgir. Donc, il ne faut pas aller trop vite, quoi. Alors, ça peut se faire sur le modèle du végétal, mais à ce moment-là, façon chaîne ou façon réseau, comme on l'a vu, en tout cas dans le monde végétal où le terme de résilience existe et présente une variété extrêmement intéressante, mais qui peut nous aider à comprendre la variété que ça peut revêtir chez le monde des humains. Donc, les critères de viabilité dans le monde végétal sont fonction des espèces et présentent des dominantes. Dans le monde végétal, on voit bien que là, les conditions de survie sont souvent mises à mal, manque d'eau, sécheresse, etc. Donc les plantes sont très souvent en situation de traumatisme extrême ou grave. Et donc, dans les critères de viabilité dont disposent les plantes dans le monde végétal, il y a deux grandes catégories. Il y a les catégories dites, des plantes dites cryptophytes, qui sont les plantes enracinées, comme le chêne, qui ne peuvent pas bouger. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la notion de déplacement était importante quand on parlait de résilience. Un chêne, s'il se met à... Si la végétation autour brûle, il ne peut pas prendre ses jambes à son cou et s'enfuir. Donc, ils sont extrêmement vulnérables. Par contre, c'est cet enracinement qui leur permet de vivre et de survivre. Donc, on voit bien que les choses sont souvent à double tranchant et que donc c'est la force qu'il va développer au fil des ans qui pourra entraver une résilience possible ultérieure. Et puis, il y a des plantes plus rares qui sont dites éphémérophytes, c'est-à-dire éphémères. Ça veut dire que ce qui survit là, ce n'est pas tellement la plante en tant qu'individuelle, mais c'est l'espèce qu'elle représente, qui sont des plantes qui ne sont pas enracinées ou enracinées de façon très précaire et que le vent peut pousser ailleurs. Et donc, si des conditions sont défavorables, dans le désert, le vent les pousse, les pousse, les pousse pour arriver vers des zones un petit peu plus humides et où la plante pourra pousser. Donc, on voit le lien qu'on pourra travailler chez les humains entre ceux qui sont sédentaires, qui ne veulent pas bouger, qui restent au même endroit, qui sont enracinés et qui souhaitent mourir là où ils sont nés, et puis des personnes plus sédentaires qui bougent. Conditions ne sont pas bonnes quelque part, elles vont vivre et s'installer ailleurs. Et tout le courant de l'humanité s'est construit comme ça, où les hommes étaient d'abord des nomades avant de pouvoir se sédentariser quand l'agriculture, l'élevage, etc., ont été possibles. Deux grandes variances donc, on a vues dans le monde végétal, faibles ou fortes. Variance dite faible, celle du roseau, c'est sa faiblesse qui le sauve. Variante forte, le chêne, et c'est sa force qui peut le tuer. Un rapport à la façon dont les plantes sont enracinées. Elles peuvent être enracinées de façon horizontale, c'est-à-dire aller chercher l'eau au fond des nappes phréatiques, verticale, capter l'humidité, ou de biais, qui sont les formes qui cumulent un peu les avantages et les inconvénients des deux et qui peuvent être un peu plus propices aux situations de résilience nécessaires. Et les temporalités chez les plantes sont différentes. Des résiliences possibles brèves, mais la plupart du temps, elles sont aussi lentes. Après un incendie, certains cœurs dans les troncs des arbres peuvent rejaillir et redonner vie à la plante, et il faut quelquefois quelques années, en tout cas plusieurs saisons. Maintenant, pour appliquer un petit peu ces raisonnements à la population des réfugiés et des migrants. Donc, pour eux, comme j'ai dit tout à l'heure, quelles qu'en soient les spécificités, ce qui les amène
à ces situations-là. Donc, les conditions de traumatisme vital sont présentes et agissantes pour tous, qu'ils le montrent ou pas. Mais elles pourront revêtir donc des visages différents selon les personnes, au-delà de ce qu'elles auront encouru et de ce qui déclenche ces situations de refuge ou de migration. Il y a quelque chose qui concerne la personne en elle-même dans ce qu'elle était précédemment à cette situation-là. Et là, j'ai pris un dessin qui a été fait par une jeune réfugiée khmer de 12 ans. Et donc là, ils étaient dans des camps proches de chez eux, donc il n'y avait pas déracinement, en tout cas culturel. Et où on voit, je trouve que ça illustre très bien, hein, on voit cette possibilité, j'ai parlé de la résilience comme d'un rebond, de rebond de ces personnes, donc de la même nationalité qu'elles, avec des couleurs pastel, un peu vives, mais pastel. Donc on voit bien cet essai un petit peu de rejaillir, rebondir au-dessus de ce qui avait pu se passer. Et donc, chez ces populations-là, on observe, comme on l'a vu chez les végétaux, une diversité de réactivité au traumatisme. Une adaptation apparente, peut-être première, qui n'est pas forcément bon signe, qui n'est pas une forme de résilience et qui peut signifier une soumission ou un renoncement. Et c'est là que la personne aura le plus de mal après à revivre, quand cette première adaptation un peu forcée pour se maintenir dans le temps se transforme en soumission ou en renoncement. Donc parmi ces derniers, de façon globale, expatriés, réfugiés et déplacés, donc je cite l'ouvrage dont j'ai extrait le dessin sur la diapo précédente. Parmi ces derniers, on rencontre toutes sortes de gens qui essayent tant bien que mal de faire face à leur situation présente, à leur drame passé, à leur avenir détruit. Il y a ceux qui se referont une situation, il y a le referont, et ceux qui subissent, ceux qui se dévouent pour la communauté du camp et ceux qui reprennent le flambeau de l'avenir. Donc on voit bien que tous les extrêmes se retrouvent dans leur réaction. Mais chacun, pour le meilleur ou pour le pire, témoigne que la vie de l'homme ne se laisse pas encadrer par des projets, même conçus avec les meilleures intentions du monde, ni définir par la vision qu'on en a dans les hauts lieux de la stratégie internationale. Donc ça montre aussi les limites des programmes, de toutes les aides, de tout ce qu'on peut proposer. Il faut que ce soit une interaction. Si ça vient de l'extérieur et que ça ne correspond pas aux besoins, aux attentes des personnes, elles ne vont pas saisir les mains qui sont proposées. Donc il y a un travail en amont qui est important du côté des personnes et qui nécessite peut-être justement la mise en œuvre de cette résilience qui va permettre d'attraper un peu ça et d'en tirer parti. Mais c'est compliqué parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas sur commande, donc il n'y a pas de recette ou quelque chose qu'il faudrait dire, voilà comment il faut faire pour que ces personnes puissent. C'est assez ineffable et ce n'est pas prédictible. En tout cas, ça va être en lien, donc, ce que je disais, avec ce que sont ces personnes et pour chacune déjà, leur dominance nomade ou sédentaire. Est-ce qu'avant, ce qui les amène à ces situations-là, est-ce que c'était déjà des personnes qui avaient tendance à aller voir le monde, à se trouver chez elles aussi ailleurs que dans leur pays, leur culture, etc. Ou est-ce que c'était des personnes qui étaient vraiment fermées et qui ne se sentaient bien que dans leur environnement, leur propre maison, sans bouger, sans voyager ni rien? Et ça, c'est déterminant, on le comprend bien pourquoi. Et ça, c'est comme ça, si vous voulez, c'est des développements personnels qui se sont mis en place, mais avec lesquels il va falloir euh, composer quand ces personnes sont déracinées. Et puis, il y a des personnes qui sont plus ou moins dépendantes de l'environnement, c'est-à-dire quelqu'un qui va être très sensible, et puis d'autres qui sont plus, j'allais dire, autonomes ou imperméables à ce qui se passe dans l'environnement, qui seront en apparence, peut-être en apparence seulement, moins affectées par ce qui se passe, parce qu'elles auront une sorte de pare-feu qui les mettra un petit peu à l'abri de tout cela. Donc on va voir ce que ça donne quand on compose
c'est dominance, nomade, sédentaire, dépendant, indépendant. Donc, chez les réfugiés, comme chez tout humain, on retrouve ces dominances ou tendances. Donc, certains, comme je viens de dire, sont à la base à l'aise avec les voyages et les déplacements. Ils savent s'ajuster à un nouvel environnement. D'autres étaient enracinés dans leur lieu de vie sans jamais ou peu en avoir bougé. Certains sont très dépendants de leur environnement, fortement affectés par ce qui s'y passe. D'autres sont centrés sur eux-mêmes et plus distanciés des drames extérieurs. Alors là, pour comprendre aussi ces situations-là, on peut s'appuyer sur le modèle des animaux. Et quand je parlais d'énergie tout à l'heure, étant plutôt cigale ou fourmi, c'est encore quelque chose qui va se composer avec ces dominances que je viens d'évoquer. En tout cas, la potentielle résilience dans le monde du vivant est en lien avec ces dominances. Certains vont trouver ailleurs les ressources vitales qu'ils n'ont pas sur place. Alors, puisque là, j'ai mis cette slide sous l'image des animaux, on va parler du chameau. Le chameau, il se déplace pour aller. Alors, il a ses réserves sur le dos, donc il a son énergie sur le dos. Il a une autonomie par rapport à la boisson, mais pas par rapport à la nourriture. Donc, son autonomie lui permet de se déplacer pour aller trouver à manger, sans avoir forcément besoin de boire, mais la nourriture, il va la trouver aussi là où il y a de l'eau. Donc on voit bien qu'il est bien équipé, mais il y a des limites également. En tout cas, il est nomade. Il se déplace parce que sur place, il ne trouve pas de quoi survivre s'il ne bouge pas. Donc il est nécessairement nomade. Il n'y a pas de chameau sédentaire, de façon naturelle. Et d'autres vont faire des réserves sur place en prévision des périodes de pénurie. La petite fourmi. Donc elle fait volontairement des réserves de ce que le chameau a sur le dos dans sa bosse. C'est en lien aussi donc avec cette plus ou moins grande sensibilité à l'environnement, dépendant du champ, indépendant du champ, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle aussi autrement le locus of control. Est-ce qu'on est contrôlé, est-ce qu'on se contrôle à peu près soi-même ou est-ce qu'on est complètement marionnette contrôlée par l'extérieur? Et ça peut alterner dans le temps et dans notre développement. Hein. Les bébés, ils sont complètement dépendants de leur environnement. Ils acquièrent petit à petit une autonomie pour aller chercher ailleurs, quand ils peuvent se déplacer, ce qu'ils n'ont pas sur place. Et c'est aussi en lien avec l'âge, plus ou moins grande vulnérabilité. C'est vrai que l'âge, accumulant peut-être des traumatismes, etc., comme l'élastique dont j'ai parlé, fait qu'à un moment donné, nos réactivités peuvent s'émousser et comme jamais rien n'est acquis une fois pour toutes, c'est pas parce qu'à un moment tout va bien qu'il n'y a pas des résiliences possibles. Donc l'âge est un facteur qui intervient. Le temps aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de respecter des formes d'hibernation avec économie d'énergie avant un réveil possible. Donc là, on a repris un petit peu ce que j'essaye de montrer depuis tout à l'heure sur le modèle animal. Et maintenant, on va croiser ces tendances-là, croiser le fait d'être dépendant ou indépendant du champ, plus ou moins, avec le fait d'être à tendance plus ou moins nomade et sédentaire. Et ce sont seulement des tendances, il ne s'agit pas de typologie, mais il est important d'en tenir compte pour ajuster les modalités d'accueil, les programmes proposés, etc., aux spécificités de chaque personne et moduler les prises en charge proposées en fonction de cela. Donc, une personne qui est nomade et dépendante du champ, donc elle peut, la situation de déplacement ne la traumatise pas tant que ça au départ, mais elle est très dépendante du champ, c'est-à-dire se trouvant dans un environnement très différent, elle aura beaucoup de mal à s'y ajuster et gardera des nostalgies de ses milieux précédents. Là, j'ai pris l'exemple du chameau pour représenter le caractère nomade, mais là, on ne voit pas sur la photo, il est relié à un nomade du désert, et c'est le lien entre les deux qui va leur permettre à chacun de co-résilier en quelque sorte dans les situations extrêmes que sont la vie du désert. Parce que
le nomade pourra fournir au chameau la nourriture dont il a besoin en l'ayant lui-même stocké et en lui apportant, et le chameau lui apportera ses modalités de survie dans le désert, sa connaissance, il a une mémoire énorme, le chameau, donc il pourra le mener aussi dans le désert, et ils pourront mettre en phase leur vulnérabilité chacun pour profiter chacun des ressources différentes des autres. Donc là, on a un modèle de co-résilience où on est nomade. Le nomade lui-même aussi, il est complètement dépendant du champ, peut-être plus que le chameau qui est fait pour vivre dans le désert et pas le bonhomme là. Et donc, l'association entre les deux leur permet une modalité de co-résilience possible. Maintenant, un nomade, alors j'ai pris la figure de l'escargot comme étant indépendant du champ, c'est-à-dire que l'escargot, il peut se dérive pas dans des situations a priori extrêmes, il se déplace, alors il se déplace avec lenteur, mais son environnement en tant que tel habituel n'est pas mortifère, n'est pas extrême comme l'est l'environnement habituel du chameau. C'est pour ça qu'il peut s'en distancier un peu, mais il voyage avec sa maison sur le dos. Donc sa ressource qui lui permet une relative indépendance du champ, elle est là, c'est-à-dire en cas de danger, il se planque à l'intérieur. Au niveau des sédentaires, ben là, les modèles que j'ai pris, c'est les plantes, puisqu'elles ne bougent pas pour la plupart par nature. Donc le chêne, sédentaire, complètement dépendant du champ dans lequel il se trouve, puisqu'il ne peut pas s'en échapper. Le roseau a une relative indépendance dans la mesure où lui, situation extrême, la tempête, le vent, il plie mais ne rompt pas, il se relève après. Alors, il peut survivre à ces situations extrêmes avec cette capacité de faiblesse qui fait qu'alors il a une relative, quand on met indépendance du champ, une relative dépendance lui aussi parce qu'il faut que le soleil sèche la terre et tout pour qu'il puisse se relever, mais elle n'est pas vitale, elle n'aura pas bien en jeu sa remontée après le désastre. Alors que le chêne, après le désastre, il reste cassé sur le sol s'il a été cassé. Donc à partir de là, on voit que les résultantes sont individualisées. Ainsi, tout travailleur social a pu noter les effets et remarquer qu'aucun migrant ne répond de la même façon aux mesures proposées. Certains s'en saisissent, d'autres les refusent. Certains semblent s'en sortir assez rapidement puis retombent, d'autres sombrent dans une forme de léthargie plus ou moins longue avant de se relever sans déclencheur apparent et de façon qui peut être un peu plus durable. Juste deux petits exemples que je cite là. L'exil vécu par un sédentaire. On l'a emporté loin du pays de sa langue, on l'a mal déchargé en terre étrangère. Maintenant, il ne sait où peut bien être sa tribu, il est perdu, il se demande, tâtonne, hurle, pire que s'il était muet. Et je pense qu'on en a tous rencontré qui vivent la situation de cette façon. Et ça, il ne faut pas l'oublier, donc il faut voir ce qu'on fait par rapport à ça. Il peut y avoir des drames énormes. Un exemple dépendant du champ par rapport à un indépendant du champ, nulle part que dans le camp, un camp de réfugiés, ne s'éprouve avec une telle intensité la fragilité, la précarité de la vie humaine, privé de ses repères sociaux, dépouillé des codes et du statut qui lui confèrent identité et utilité sociale, la personne déplacée qui a, au sens plein, perdu sa place dans le monde, est tout entière livrée au pouvoir au regard de ceux qui régissent la vie du camp. Donc, totalement dépendant du champ. Que ce pouvoir soit celui de la bonne volonté et de l'altruisme ne change en rien cette situation de dépendance absolue. Survivre alors, dans les conditions de cette existence provisoire dont on ne voit pas la fin, suppose le courage le plus haut, trouvé en soi-même, avec les seules ressources de son passé et de son énergie intérieure, les significations seules capables de réintégrer l'individu dans sa dignité de personne, c'est-à-dire se montrer indépendant du champ, une forme d'auto-résilience. En tout cas, ce qui est à l'intérieur de la personne est nécessairement convoqué
dans ces situations-là. Donc toutes ces citations sont dans l'ouvrage dont j'avais extrait la photo. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, ça c'est juste le résumé, mais c'est des choses que j'ai évoquées, donc c'est juste reprendre, euh, les reprendre en tout cas, rappeler donc qu'on a des émergences qui ne sont pas prévisibles, des émergences résilientes. Il n'y a pas de lien de causalité directe avec la situation, qu'il faut tenir compte de ces spécificités, et peut-être juste insister sur le premier point qui est donné, repris là, avec le attention. L'action à intention réparatrice des autres peut avoir des conséquences inverses ou négatives. C'est-à-dire que quand on insiste trop, quand on essaye, quand on force un petit peu, on peut casser la personne. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui se mette dans une réciprocité, comme le lien entre le chameau et le nomade dans le désert, pour que chacun puisse apporter à l'autre. Et ça ne peut pas venir simplement de façon trop volontaire de la part d'un environnement. Il doit respecter, même si c'est difficile et ça peut être long, ce temps de coma qui peut être vécu, ressenti par un certain nombre de ces personnes-là. Enfin, une fois émergées, les résiliences obligées, quand elles surviennent, sont suivies, dans les meilleurs des cas, d'une adaptation seconde, puis d'une période de stabilité. Donc l'adaptation, quand elle intervient, c'est après une période de résilience. Là, il y a les quelques références principales que j'ai utilisées pour cette présentation, et je vous remercie pour votre écoute.